Salut les amis, c'est Bhaskar pour Hypnomachie, je suis avec monsieur Pierre Portocarrero. Alors Pierre, comment est-ce qu'on te présente? Bon, disons que, allez, je suis un expert dans le sens d'une expertise dans le domaine des arts martiaux où j'ai passé ma vie, on peut le dire, depuis l'âge de 13 ans. Donc karaté depuis tout petit. Karaté, judo, tai chi chuan, singi chuan, pakwa chang, grue blanche, enfin un tas de choses. Donc plein de styles chinois hein, pour Voilà. les néophytes, voilà, ok. Et alors moi j'avais envie de prendre le temps un petit peu de discuter avec toi autour justement du thème de l'hypnose et dans les arts martiaux et dans la transmission en fait d'un savoir traditionnel, que ce qui soit martial ou autre chose. Une des notions dont j'utilise souvent dans Hypnomachie, mais où tu sais très bien d'où je la tire, mais c'est la notion de exotérique, mésotérique, ésotérique, Oui. qu'on retrouve notamment dans la gnose occidentale, et dans certaines oui. traditions orthodoxes, et puis dans plein d'enseignements. Comment est-ce que toi tu vois ça? Est-ce que tu nous ferais un petit topo là-dessus? Bon, Si tu veux. en quelque temps, c'est un petit peu difficile, mais disons que beaucoup de gens voient les arts martiaux, et là je parle au sens le plus large du terme, puisqu'il y a énormément d'orientations, et je pense pas seulement aux miennes. Bon, il y a un aspect évidemment très technique, bah oui, le coup de poing, le coup de pied, la projection, comment parer, comment tout ça. Bon, ce sont des choses qui sont étudiées à peu près partout, plus ou moins bien. Bon, aussi, il faudrait faire la part des choses entre ce qui va être l'aspect sportif et ce qui va être l'aspect plus self-défense, mais aussi les niveaux de conscience de la chose, c'est-à-dire qu'après, bon, j'ai coutume de dire à mes élèves les plus anciens, à un moment, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, c'est comment vous le faites. C'est-à-dire que certes, d'un point de vue biomécanique, d'un point de vue logique de mouvement, d'un point de vue pragmatisme par rapport à certaines formes d'agression ou des buts recherchés qui peuvent être sur la santé sur soi, qui peuvent être différentes. Bon, il y a des choses plus cohérentes que d'autres. On est d'accord. Mais après, même si ces choses dans l'absolu sont cohérentes, va jouer, on va dire, le praticien, le pratiquant. Beaucoup de choses vont dépendre du niveau de conscience avec lequel il applique sa technique ou il la pratique pour lui-même. Et c'est parfois très difficile à comprendre pour les gens qui attendent des recettes. Hein. Jadis, Sensei Ogura, qui est une grande référence pour moi, qui m'avait dit un jour il faudra vous poser la question et apporter votre réponse. Est-ce que une technique dite supérieure, avancée, c'est une technique très compliquée, qui nécessite beaucoup d'entraînement, très sophistiquée, avec un niveau de conscience primaire, ou est-ce que c'est une technique extrêmement simple, dite de base, avec un autre niveau de conscience? Bon, j'ai ma réponse, évidemment, on peut soupçonner que c'est la deuxième hypothèse. Et c'est en ça que c'est très, très important. Et ça peut intéresser sur les gens qui suivent ce genre de démarche. Et tu évoquais exotérique, mésotérique, ésotérique. C'est un des aspects, on va dire, plus ésotérique dans le sens étymologique, qui est caché. Et souvent d'ailleurs c'est en évidence, ou on le dit aux gens, mais s'il n'y a pas le travail personnel pour travailler ça, pour débloquer un certain nombre de conditionnements, un certain nombre d'a priori, un certain nombre de peurs, de choses comme ça, ben, ça reste caché. Tout simplement parce que son propre niveau de conscience le masque à nous-mêmes. Donc le travail va être un petit peu justement, oui, de travailler sur nos peurs, nos conditionnements. Ça, c'est a priori plus intéressant. C'est le boulot le plus chiant. Chiant dans quel sens? C'est-à-dire que c'est un travail qui ne va pas rentrer dans le contentement
de soi-même. Bon, alors évidemment, il ne faut pas être maso. Si on pratique, c'est aussi qu'on y éprouve un certain plaisir. Mais après, ce n'est pas uniquement une addiction où l'on va bêtement travailler. Ah bah oui, je me fais plaisir et je ne me pose pas de questions. Bon, en même temps, il ne faut pas que ça soit quelque chose de masochiste où on sort en ayant envie de se tirer une balle dans la tête ou de s'ouvrir les veines après chaque pratique. Et si on regarde maintenant beaucoup de démarches, bon, par exemple, et avec tout le respect dû aux disciplines que je vais citer, l'insécurité gagne. Je vais faire du Krav Maga, je vais faire du systéma, je vais faire du close combat, bon, ok. Oui, il faut que je développe mon souffle, que je me détende, je vais faire du Qigong ou je vais faire du yoga. Il faut que je me bouge, je vais au fitness. Mais tout ça est très honorable. Mais en général, pour les gens concernés, ils viennent, dans ce que je viens de présenter de façon un petit peu caricaturale, en fait, pour fuir la réalité de ce qu'ils vivent. Et comme j'essaye de le faire passer, et comme on me l'a appris, et comme d'autres enseignants le font, un travail sur soi, à travers les arts martiaux, mais pas que, en fait, va viser à être confronté aux réalités au pluriel. Les réalités du monde qui nous entoure et de ce qu'on peut être amené à rencontrer, et également nos réalités, nos faces d'ombre, bon j'y reviens, nos peurs, nos conditionnements, nos a priori, nos projections, enfin on trimballe tous, on trimballe ça, qu'on l'accepte ou qu'on le nie, de toute façon on n'y échappe pas. Donc il peut y avoir un travail là-dessus. C'est en ça que je disais que c'est chiant entre guillemets, c'est que beaucoup de gens, bon, mais alors je ne vais pas être efficace en 3 cours. C'est plus compliqué que ça. Parce que pour la petite histoire, le week-end dernier, j'étais avec Ryabko, le fondateur du Systéma, justement. Oui. Et il a montré un exercice comme ça, un petit peu fin, de perception de l'intention, de l'émotion, de redirection, mais qui est classique en théâtre ou dans certaines choses comme ça, pour essayer d'influencer subtilement l'autre sous le seuil de conscience. Et il y avait vraiment effectivement donc un tiers de la salle qui disait « Ah ok, intéressant », un tiers qui disait « Je comprends pas tout, mais on va essayer », et un tiers qui était en rejet vraiment complet, à coup de oui mais là-dessus, et c'est quelque chose que je remarque moi aussi justement dans les vidéos ou sur la chaîne où je fais exprès d'aborder certains trucs. Voilà. Je ne pensais pas que autant de gens n'arrivaient pas à recevoir, c'est-à-dire que effectivement c'est pas tout que quelqu'un qui a touché des choses donne, mais ça demande aussi d'être prêt à recevoir sur la place du disciple, l'état d'esprit du disciple de vider sa tasse. Il y a un principe en enseignement qui peut s'appliquer un petit peu partout, qui dit qu'en fait, pour qu'éventuellement un enseignement passe près de la personne qui le reçoit, il faut répéter 3 fois. Alors, l'image est la suivante. En fait, la première fois, c'est la personne dort dans la pièce d'à côté et la verbalisation de l'enseignement correspond à frapper à la porte. Et en fait, l'autre est dans le sommeil profond, donc n'entend rien. La deuxième fois, on continue à frapper. À ce moment-là, la personne se demande dans un demi-sommeil, est-ce que c'est dans mon rêve? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et la troisième fois, elle va peut-être se décider à se lever pour ouvrir, voir qui vient frapper. Donc à ce moment-là, ça a touché. Et encore, après, ce n'est que l'étape où elle va voir qui a frappé. Personne ne l'empêche de vous claquer la porte à la figure. Mais voilà, j'aime bien cette image de ces 3 niveaux parce que, en fait, je me suis aperçu dans des stages d'été où, bon, avec un groupe d'élèves, j'ai toujours essayé de faire travailler différentes choses. C'est très amusant quand on voit rétrospectivement sur les années. L'anecdote qui a bouleversé une personne à un moment donné est oubliée ou considérée comme totalement banale par d'autres. Et réciproquement,
la première personne ne va pas du tout être touchée par un autre événement, un autre exercice qui aura touché profondément une personne qui ne comprend pas pourquoi elle a été bouleversée par elle, son expérience. Donc c'est notre côté un peu de répétition, de ratiociner en tant qu'enseignant, parce que quelque part, l'élève va avoir le déclic à un moment précis, et en plus qui des fois ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle est, on va dire, et tu vas voir où je veux en venir, elle est d'un point de vue physique, moteur, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intellectuel, voire d'un point de vue spirituel, c'est aligné, et la petite étincelle fait tout vibrer. Il me semble, mais là encore, hein, dis-moi, que justement, là, on est typiquement dans une transmission de niveau mésotérique, c'est-à-dire d'avoir la capacité de sentir les cycles, de sentir qui, à quel moment et de quelle façon. Oui. C'est là où interviennent les différentes typologies traditionnelles, oui. Histoire de justement donner très peu, mais juste ce qu'il faut au bon endroit pour que le cycle, entre guillemets, naturel puisse continuer. Enfin, quelque chose, j'emploie des grands mots, naturel, ça veut rien dire, mais... Oui, mais tu as tout à fait raison, parce que c'est aussi un débat dans ces enseignements, parce qu'évidemment la diffusion a amené à faire des grands stages de masse qui ont leur valeur, mais fatalement les choses se diluent. Et on a ça dans la transmission des arts martiaux, que ce soit le kung-fu moderne, que ce soit le karaté au moment où il est arrivé au Japon, où il a été développé avant la Seconde Guerre mondiale, puis pendant l'effort de guerre japonais, puis après la défaite japonaise. Et l'entraînement, on va dire, à l'ancienne, était beaucoup plus limité et personnalisé. Alors on peut travailler avec 10, 12, 15 personnes, mais au-delà d'un socle commun, assez facile à acquérir, après, oui, va rentrer l'évolution, la psychologie, l'état d'être ou l'état d'âme de la personne considérée. Et je vois, j'ai eu la chance, bon, j'ai évidemment participé, suivi des stages de masse, des cours collectifs, mais disons que 90 à 95% de ce que j'ai pu recevoir et développer, ça a toujours été dans le cadre d'échanges personnels, individuels. Ce que les Japonais appellent le Ishin Denshin, littéralement d'âme à âme, d'esprit à esprit. Et puis ça rentre aussi en ligne de compte l'éventuelle proximité avec l'enseignant dans un stage de masse, où si on le connaît en dehors, justement, il va faire des private jokes, ou il va faire des références qui vont permettre un enseignement à un deuxième niveau, et chose qui est récurrente dans l'enseignement ésotérique, justement, enfin, en tout cas mésotérique, on va dire. Oui, parce que je vais donner un exemple très concret que certains pourront retrouver s'ils pourront participer de ces stages. Dans les années 70-80, des experts reconnus, très qualifiés dans leur domaine, judo, karaté, kempo, bon, peu importe. En général, stage de masse, bon, avec des gens stage 100, 200 personnes, bon, peu importe. Et à un moment, en avant tout, entraînement épuisant, physique. Les gens, c'est bien, ça transpire, ça se défoule, mais il y a une fatigue, fatalement, physiquement, mais aussi d'attention. À un moment, asseyez-vous, le professeur, le maître va expliquer quelque chose de très important. Bon. Les gens s'asseyent. Qu'est-ce qui se passe? Ça décroche par rapport à l'injonction d'adrénaline, parce que c'est en fait très mauvais, mais c'est fait exprès, après une belle montée d'adrénaline, d'arrêter brutalement. Ça, le métabolisme, c'est plus trop où il en est. Enfin, ça, c'est de la physiologie, chacun peut le voir. Alors, on s'assied. Des fois, l'expert étant étranger, il faut un traducteur. Donc,
il y a perte de temps, il y a aussi des fois connexion. Et à un moment, il commence à expliquer longuement, oui, voilà, parce que poète, on fait ça, on se place. Et Donc là, ça favorise la transhypnotique à un niveau très élevé. Hein, oui, par exemple. Et la plupart des gens commencent à roupiller, si je puis dire, enfin à déconnecter. Et à ce moment-là, flam! Souvent, après avoir expliqué très lentement le placement du corps, du machin, du déplacement, dans tout ça, il part et ça se termine avec une technique très rapide et spectaculaire. Très beau coup de pierre tourné, projection assez nette. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'impact du mouvement rapide et de la vision et de l'impact de la chute réveille la plupart des gens. Après, il faut travailler, et la plupart des gens ont vu l'arbre qui cache la forêt, à savoir, ils réessayent, même s'ils sont raides, même s'ils sont blessés, le coup de pied, et ils n'ont pas eu l'attention portée sur ce qui permet éventuellement cette technique spectaculaire, ou beaucoup d'autres, en amont. En amont, ils n'ont pas vu le placement du corps, le déplacement, le détournement d'attention éventuellement, enfin toutes ces choses qui font que cette technique finale, et c'est là où effectivement ça joue énormément sur nos failles psychiques, et il faudrait apprendre pour les gens à désamorcer ça, parce que je le vois, ce dont je viens de parler, je l'explique à mes proches, à mes élèves, même en le sachant, même en étant guidés, ils se font avoir. Comme quoi, ce sont des mécanismes extrêmement puissants. Mais il faut au moins en avoir conscience. Et justement, par rapport à ce que tu disais, certains, ouais, non, je ne me ferai pas avoir. Bon, une autre anecdote, beaucoup plus ancienne. J'étais beaucoup plus jeune, mais bon, déjà motivé. Et c'était un cours, j'avais une vingtaine d'élèves, et puis je fais retravailler un kata, un exercice. Et alors vraiment, là, ça flottait mais bon, c'était pas clair, c'était pas net, enfin, bon. Et alors, je pousse un petit coup de gueule, comme on dit, je dis non, alors là votre truc, ça va pas du tout, et puis même, de toute façon, on a la salle, s'il faut rester jusqu'à minuit pour que ça soit bien fait, on restera. Bon, je pousse le petit coup de gueule, adjudant-chef de US Marines, dans la foulée, tout a été au cordeau. Et alors, je me souviens sur le moment, bon, j'ai réfléchi à ça après, je me retourne vers les gens, j'ai dit, attendez, vous êtes extraordinaires. Si on vous prend individuellement, qu'on vous pose la question, ah oui, non, mais le totalitarisme, c'est pas bien, les jeunesses hitlériennes, non, c'est pas bien, les défilés de la Corée du Nord sur la place, ouais, non, mais c'est du lavage de cerveau. Je dis, or, regardez, là, quand vous aviez, si j'ose dire, votre libre arbitre, tout s'est barré en sucette. Là, vous avez un adjudant-chef de Marines qui vous recadre, qui vous dit c'est comme ça et ça va être comme ça, tout se passe bien. Réfléchissez, il y a un problème. Parce que moi j'ai beaucoup travaillé justement sur certaines transhypnotiques comme ça de manque de parents, parce que c'est ça en fait, quelque part là tu incarnes de façon totalement archétypale et caricaturale un papa autoritaire, musclé, etc. Musclé. Oui, non, mais effectivement, c'est très juste. Comme il y a plein de ce que j'appelle des enfants dans des corps d'adultes qui en fait cherchent encore des parents, à partir du moment où ils les trouvent, ben là ça file droit parce qu'ils l'ont pas à l'intérieur et qu'ils s'appuient sur toi à ce moment-là. Oui. Ce qui fait qu'il y a à la fois un enfant et un parent, et donc du coup tout se passe bien. Enfin, ça fait un adulte. Oui, pardon, vas-y. Non, je t'en prie, oui, c'est tout à fait juste, continue. Et donc du coup, parce que moi je suis souvent étonné justement de cette qualité dans certains ordres initiatiques qu'on met en avant, qui est le discernement, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, et donc qui est justement... Comment le cultiver, parce que moi je sais que j'ai eu l'impression, alors c'est une pure narration qui m'arrange au dernier degré, j'ai toujours eu l'impression de faire preuve de cette espèce de discernement, même quand je sais que j'en manquais, c'est-à-dire d'avoir assez de discernement pour voir qu'on n'en a pas,
En ce moment sur internet, je suis en train de discuter aussi avec quelqu'un sur ma page Facebook qui me dit: ah là, ce que tu me dis me dérange, allons voir ensemble. C'est-à-dire qu'il a cette attitude ça c'est bon, c'est précieux, ça. C'est précieux, oui. Et je m'étonne toujours, en fait, pour être franc, ça fait 20 ans que je fais de la psychologie parce que j'essaie de comprendre ce machin. Alors j'ai essayé de regarder du côté de niveau de réalité, de quotient intellectuel, d'environnement familial, et ça me fascine. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ou... Oui. Non, mais là, ta réflexion, bon, je veux dire, tout à fait claire sur, évidemment, le transfert, l'enseignant, papa et tout, elle est... non, mais elle est parfaitement cohérente, on va dire, et classique. Mais justement, quand on parle du niveau dont je parlais un petit peu au début, d'un autre niveau de conscience, que ça soit pour le pratiquant et que ça soit pour l'enseignant, ben, en fait, on ne peut rentrer dans on va dire un certain niveau, un certain espace, que quand justement on a dépassé ce côté projection, transfert, compensation de ces névroses, de ces insuffisances de l'enfance, enfin de toutes choses normales. Bon, si tant est qu'on les dépasse, mais je veux dire, il y a au moins un stade où on devrait être plus lucide sur justement certains mécanismes psychologiques, sur certaines failles qui sont en nous. C'est le fameux connais-toi toi-même, entre autres. Et en fait, c'est très difficile parce que beaucoup de gens, au départ, et bon, pareil, moi dans mes démarrages, on se dit tiens, on fait confiance, on fait son transfert sur l'image du maître, du professeur, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que l'enseignement traditionnel à un certain niveau ne s'adresse pas à l'enfant, mais à l'adulte. Et pas aux parents mal dégrossis ou donnés. C'est presque comme dans un peu comme dans l'analyse transactionnelle. Voilà, c'est un petit peu cette idée. Ça va être le modérateur équilibré auquel... Et justement, il faut évidemment passer par les premiers stades, par les découvertes, par un certain nombre de prises de conscience et par une lucidité qui va nous éviter, même si, comme tu disais, des fois on se fait piéger, de retomber dans des travers. Mais pour beaucoup de gens, tout est très simple. Il y a le maître, il y a papa, très bien, et puis papa est pas gentil, il m'a engueulé aujourd'hui, mais néanmoins je l'aime, enfin, etc., etc. Bon. Et j'avais été très très touché par un ouvrage qui est moins connu, bon, il est quand même très connu, du fameux Carl Friedrich Graf von Durkheim. Bon, il y a le célèbre Hara, bon, etc. Mais il y a le maître intérieur. Et où le résumé du bouquin, qui est un docte-bouquin, bon, c'était un grand philosophe, mais je veux dire, on peut résumer à le maître authentique est celui qui vous aide à révéler votre maître intérieur. Bon, qui serait un peu l'adulte dont nous parlions, quoi. Après, on peut l'habiller d'un tas de mots. Et donc, vaste sujet, parce que en fait, on a ça aussi dans l'enseignement. Beaucoup de gens en enseignant, ne font que retranscrire leurs névroses qui des fois ont été aggravées parce qu'ils ont suivi, et puis après on le retranscrit. Donc c'est tout un énorme boulot. J'avais un de mes professeurs comme ça, j'aimais bien cette phrase, j'essaie de m'en rappeler de temps en temps, mais qui disait: quand vous enseignez, essayez surtout de faire attention à ne pas enseigner vos propres névroses. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de voir là-dedans une espèce de contrôle qui n'est pas dans le lâcher-prise, qui fait qu'on ne peut pas faire autrement que d'enseigner ses propres névroses, puisqu'on est ce qu'on est avec nos névroses. Enfin, c'est peut-être simplement une invitation à mettre de la conscience là-dessus, mais... Ce qui est déjà pas mal, mais je dirais, bon là, sans rentrer dans des choses très complexes, je crois, et puis chaque enseignant sincère, il y en a beaucoup, toute discipline, qui va réfléchir
à la fois sur son art, sur la façon de le transmettre, mais d'abord sur lui-même. Parce que, évidemment, nous sommes dans le bain général. Au début, quand on enseigne et que l'on dit ah non, mais attends, Plaide Poète, c'est pas comme ça, il faut faire ça. En fait, nous, à travers les élèves, nous parlons à nous-mêmes et nous fustigeons nos propres insuffisances et nous corrigeons nous-mêmes. Bon. Donc ça, c'est le premier stade. Je dirais presque que c'est un stade aussi quasi normal, hein, qu'on ne peut pas sauter. Bon, après, si après 30 ans d'enseignement, on en est toujours là, il y a un problème, peut-être plus ennuyeux. C'est-à-dire qu'à un moment, et bon, je commence depuis quelques années à m'en rendre compte, quand on vient animer un cours, en fait, on est beaucoup moins loin, je dirais pas on est jamais complètement hors du temps et des choses, mais on est beaucoup plus pour réellement enseigner et être au service des gens qui sont là que pour soi-même. Il y a toujours un peu, bien évidemment, mais c'est un peu comme le problème aussi d'écrire un bouquin. Si à la limite il y a 10% dans ces névroses personnelles et 90% du bouquin qui est utile au lecteur, c'est pas mal. Quand il y a 90% de névrose personnelle et seulement 10% d'utile, c'est moins intéressant. Mais il y a peut-être 1 an de ça, je me souviens que j'étais dans un séminaire comme ça d'arts martiaux et c'était le matin, je m'étais levé vraiment, j'avais la tête dans le cul, vraiment, voilà, complètement. Et je me suis mis sur le côté et j'ai regardé. Et c'est vrai que j'ai une espèce de sensation de ah, c'est pas moi qui fais des arts martiaux, c'est les arts martiaux qui s'entraînent avec le collectif. Il y avait une espèce d'état non-duel comme ça entre les pratiquants, moi, et j'étais même pas en position de professeur, mais et de plus en plus je sens ce truc-là, cette espèce d'absence de dualité où en fait c'est simplement, il y a une espèce de triptyque entre moi, l'élève et l'enseignement, et où en fait pour qu'il y ait les trois à la fois, enfin en fait il peut jamais y avoir les trois à la fois. C'est-à-dire que s'il y a l'enseignement et l'élève, ben, je suis absent, enfin je suis effacé. S'il y a moi et l'enseignement, ben, quelque part il n'y a pas de place pour l'élève. Enfin, et puis si je suis que dans la relation avec l'élève, en fait l'enseignement passe à la trappe. oui. Je le vois comme ça en ce moment. Oui, mais ça me paraît très pertinent ce que tu évoques, parce qu'en fait, l'enseignant, même qu'on soit enseignant à un moment, parce qu'on corrige dans un atelier, dans un groupe, peu importe, hein, ça se voit à tous les niveaux, que l'on soit l'élève dans un cours de prof ou dans un cours de débutant, ou enfin on est en stage avec l'expert machin, bon on est élève, quel que soit par ailleurs son niveau, et que ça soit le pratiquant individuel, personnel, qui fait son, on va dire, son hygiène personnelle donnée, en fait, à chaque fois, c'est toujours nous-mêmes, mais ce sont trois facettes différentes du même personnage. Et ce qui est intéressant, c'est déjà ce que tu évoquais, mais d'arriver à prendre conscience de ça, c'est-à-dire en sachant que c'est toujours une facette de nous-mêmes à ce moment-là qui est plus en lumière, mais les autres sont toujours là, d'être conscient de ça. Alors que c'est vrai, certains ont l'impression qu'on passe de l'un à l'autre en absolvant le reste, ce qui est totalement faux. C'est une question de mise en lumière. Et alors, c'est intéressant parce qu'on en revient aux histoires de niveau de conscience. C'est qu'en fait, quand on fait un exercice, quel qu'il soit, notamment dans les arts martiaux, il y a beaucoup, par définition, d'exercices conventionnels, en ce sens que, évidemment, il faut amener pédagogiquement les choses, il faut qu'il y ait des garanties de sécurité physique et ou psychique à notre niveau. Bon, c'est essentiel. Donc, fatalement, les exercices conventionnels sont un petit peu comme les simulateurs de vol pour les pilotes civils ou de chasse, c'est-à-dire qu'ils vont stimuler des réflexes, des émotions, des situations, mais ce n'est pas la situation. Bon. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? En général, tout un chacun se concentre. Au sens étymologique du terme, on se centre sur un point.
Donc, ça se comporte comme des œillères, la fameuse vision tunnel dont d'aucuns passent dans d'autres niveaux de pratique de self-défense, de choses comme ça. Et peut-être pour les néophytes, juste la vision tunnel, dès qu'on est stressé, on va avoir des mécanismes physiologiques qui vont rétrécir la tension, la concentrer dans un point et qui fait qu'on peut être extrêmement vulnérable parce qu'on ne voit pas le reste. Voilà. Tout à fait. Il n'y a pas que des martialeux qui regardent l'interview. Donc, on se concentre et même on oublie tout le reste. On va être concentré sur le point, sur le fait de l'arrêter, de le parer. On oublie tout le reste. Or, en fait, ce que j'explique souvent, il y a un nombre de paramètres, on va dire, énormes. Et quand on se concentre, c'est comme si on avait tous les fusibles. À un moment, on en met un à l'intensité maximum de la lumière et on éteint tous les autres. L'idée, ça serait que tout reste allumé. Toute analogie avec la méthode scientifique serait totalement fortuite. Voilà. Voilà. Et quelque part, certains paramètres vont être beaucoup plus éclairés, mais les autres ne sont pas éteints. Ils sont, disons, un petit peu plus discrets. Ils ne sont pas sacrifiés. J'espère avoir été clair. Ah, oui, très clair. Surtout, en plus, là, vu le bagage des gens qui regardent la vidéo, c'est limpide, je pense, vraiment. Voilà, et ça c'est important, quelle que soit par ailleurs la méthodologie de la convention. Bon, c'est très très vaste. Il y a des choses qui vont être utilisées en karaté Shotokan, qui ne le sont pas en systéma, qui vont l'être en sabre, qui vont l'être... Bon, peu importe. Le principe général va rester d'une ouverture de conscience et de jamais sacrifier quoi que ce soit, aucun élément au résultat. Avec cette notion que l'on trouve dans nombre de voies d'éveil, dont des choses qui te parlent tout à fait, de créer en fait un observateur de soi-même. Alors, ce qui est intéressant sur les sites, le triptyque dont on a parlé précédemment, le prof, l'élève, le pratiquant, voilà. Mais alors, cet observateur, en fait, c'est une création, qui vient de nous, mais qui, quelque part, moi, je le compare à la caméra embarquée. C'est-à-dire qu'il doit filmer la situation que l'on vit. Mais il ne doit pas, c'est difficile, mais il ne doit pas intervenir. Par contre, après le vécu de cette situation, que ce soit une situation de la vie courante, que ce soit une situation de pratique, d'entraînement, on doit pouvoir faire le débriefing du film sur Alors, disons que pour donner un exemple très concret, bien sûr, ça peut se faire avec toutes les dynamiques possibles, mais la pratique, par exemple, du Tai Chi Chuan. Donc, cet art qui, en général, se pratique lentement, pas que, mais on va partir de cette base. Beaucoup d'exercices se font avec une conduite du souffle, d'où le pourquoi, méditation en mouvement. Le problème, c'est que normalement, si on est plus dans une conscience intérieure de ses sensations, de son rythme cardiaque, respiratoire, comme je disais précédemment, il ne faut pas éteindre l'environnement. Si on est dans « j'écoute l'environnement », il ne faut pas perdre les paramètres. Donc, on va éclairer plus ou moins, mais on le fait. Alors, un exercice qui illustre donc ce que je disais précédemment, on va faire son enchaînement en plein air. Bon. Tout enchaînement, même court, dure plusieurs minutes. C'est très long. Attention. Donc, par exemple, cette notion d'observateur pourrait être, on va bien installer la convergence de son regard sur l'infini, comme une focale. Ce qui va ouvrir la vision périphérique. Bon, c'est pareil, c'est physiologique. Donc, on démarre, et l'idée serait d'être capable d'enregistrer, sans en être perturbé dans sa pratique, le cri de l'enfant qui appelle sa mère au loin, la différence de lumière parce qu'à un moment le nuage s'est écarté et on a pris un rayon de soleil
dans l'œil. À un moment, au 14e pas de sa forme, on a fait craquer une branche. C'est ça que j'entends. Tout en ayant gardé ces paramètres. Mais on a gardé la conscience de ce qui se déroule extérieurement. Alors deux choses pour les personnes qui suivent régulièrement Hypnomachie, c'est que l'observateur intérieur dont parle Pierre n'est pas une transe de dissociation, une transe hypnotique de dissociation. Parce que beaucoup de gens qui lisent un bouquin et disent « Waouh, formidable !» ou qui peuvent tomber sur cette vidéo et qui peuvent avoir déjà des tendances naturelles à se dissocier, ça n'est pas une transe de dissociation puisque dans l'état que tu mentionnes, on reste conscient de ses émotions, de ses sensations et on reste vivant, incarné, on ne sort pas de soi. Enfin, tout à fait, tout à fait. S'en sortir. Parce que ce que je disais, on va au niveau tactile, au niveau auditif, au niveau voire olfactif, visuel. La majorité des sens sont en éveil. Alors, on est plus ou moins performant ou sensible à tel ou tel sens, mais quelque part, la qualité de l'appui. Peut-être qu'il y avait une zone plus humide. Peut-être qu'il y a eu des cailloux. Bon, la texture de l'air. Peut-être que la brise est un peu moins forte, un peu plus forte, que d'un côté, ah bah il y a le soleil, c'est plus chaud d'un côté, c'est plus froid de l'autre. Tout ça va s'enregistrer, comme disait, le bruit. Tel oiseau a passé son cri, mais sans être happé par le fait d'inclure dans son champ perceptif tous ces éléments que nous amène l'environnement. Après, si on part dans « Ah, je suis happé. Au fait, où est-ce que j'en étais ?» Bon, c'est le phénomène classique quand on débute. Et puis, il faut rire de soi-même. C'est un peu d'autodérision, fait pas de mal. Ou quand on médite, enfin oui, les moments où le mental... Et ça, pour moi, ça renvoie aussi ce qu'on avait commencé à discuter dans l'interview avec Pank et dans d'autres vidéos de la chaîne, sur le fait qu'il y a énormément de praticiens d'hypnose qui disent tout est hypnose. Là, ça, c'est un état hors transe, à la limite. Parce qu'on n'est ni associé, ni dissocié. On n'est ni totalement identifié dans l'action qu'on fait, justement, parce qu'on aurait la perte d'un certain nombre d'informations, mais on n'est pas dissocié non plus. Donc c'est bien qu'il y ait une espèce de centre à la roue, il y a un moyeu à la roue, quoi. Oui, c'est une espèce de ligne de crête. Ouais. Je vois que cette expression-là, voilà, où on peut, à un moment, comme toute ligne de crête, ça pourrait basculer d'un côté ou de l'autre, mais on tient la ligne. Ce qui n'est pas évident. Et d'où certains enseignants traditionnels qui font exprès parfois de se comporter de façon odieuse ou justement de proposer des thèses qui sont indéfendables, histoire de voir si justement le psychisme de l'apprenant arrive à quand même les incorporer plutôt que de juste les rejeter ou les balayer, en tout cas. Oui, non mais tout à fait. Sans forcément y souscrire. Tout à fait. Et ce qui nous ramène à ce que d'aucuns appellent de la self-défense intérieure, de la self-défense psychique. Parce que si évidemment nous nous emportons, nous nous bloquons, nous éructons, nous nous empourprons sur une assertion, aussi odieuse ou agaçante soit-elle, on peut être embarqué dans des choses beaucoup plus graves. Donc, arriver à accepter, pas forcément dans le fond de sa culture, de sa morale, mais de ne pas se laisser embarquer par des conditionnements liés à l'ethnie, liés au sexe, liés à la puissance sexuelle, à la place dans la société, liés aux ancêtres, social, à la place de la société, à l'argent. ce qui ne veut pas dire qu'on n'écoute pas l'interlocuteur. Permet très concrètement de désamorcer beaucoup de choses. Parce que l'expérience prouve que énormément de situations de self-défense commencent par des provocations rituelles, verbales, liées à ça. Bon, se laisser embarquer, surenchérir là-dedans est souvent le meilleur moyen que ça dégénère d'une autre façon. Alors, tout n'est pas que psychique, mais ça aide beaucoup. Là, on parlait des projections. Là, je fais un petit aparté. Bon, l'insécurité est une réalité. Mais après, il y a la façon dont on le projette. Quand on voit le nombre de millions de déplacements qu'il y a dans nos transports publics en Île-de-France,
En fait, le sentiment d'insécurité, je dis bien, est très développé. L'insécurité réelle est fort heureusement relativement faible. Et puis elle a rarement été aussi faible, enfin, en plus. Donc, Ce qui est intéressant. Bon, après, évidemment, c'est toujours trop pour les personnes qui vont être touchées directement. Mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on oublie. Notre projection émotionnelle, des fois, à partir d'un élément réel, nous emballe beaucoup. j'ai été largement confronté, j'ai plein de gens comme ça sur la page, sur ma page Facebook, comme ça, qui voulaient me montrer qu'il y avait des dangers dans certaines choses, et où effectivement la peur court-circuitait totalement le néocortex et les rendait totalement hermétiques à des notions sensées telles que des statistiques ou telles que des... Enfin, il y avait vraiment une espèce de volonté de protéger qui partait d'une très bonne intention d'ailleurs, et qui effectivement rendait très difficile la communication. Justement, tiens, par exemple, est-ce que tu aurais quelques astuces pour communiquer dans ce genre de cas? Quelqu'un qui arriverait comme ça en disant « Oh mon Dieu, il y a le coronavirus !» « Oh mon Dieu, il y a enfin, n'importe quel truc qui... Et ce, indépendamment du fait que ce soit fondé ou non, à la rigueur. Oui. Ben, je dirais, des fois, fort descendre. Là, je paraphraserais un monsieur très averti que nous avons connu, qui avait dit à quelqu'un, pareil, dans un moment de panique une fois, détends-toi, pose-toi, prends le temps. De toute façon, tu vas prendre le temps de mourir comme tout le monde. Et c'est vrai que des fois, il faut dédramatiser, on va dire. En plus, la société moderne a tendance à suractiver l'information, joue à fond sur les émotions. Ça, c'est le cas des médias depuis très longtemps. Mais maintenant, c'est décuplé. Ouais. Et si on regarde bien, bon, exercice très connu, dès qu'il commence à y avoir un trac émotionnel, avant un examen, avant de passer pour sa déclaration en justice ou au tribunal, une respiration lente, posée, profonde, en tout domaine. Alors, il y a ce qui est de la véritable urgence. Quelqu'un vous saute dessus, vous agrippe, ou bien quelqu'un vient d'être renversé en scooter par une voiture et pisse le sang. C'est une urgence de situation. Mais dans la plupart des cas, c'est une espèce de débordement émotionnel. Donc en général, le fait de poser les choses, de ralentir, permet souvent de modérer les choses et d'y réfléchir. Alors que souvent, par exemple, quand on regarde, quelqu'un, comme je disais, sort, oh là là, il y a le coronavirus, j'ai vu quelqu'un avec un masque chirurgical dans la rue, bon. Il y a une tension qui se crée, quoi. Il y a une tension qui se crée, et si quelqu'un dit, ah oui, bah d'ailleurs, moi-même, je me sens un peu fiévreux, enfin, etc., tout va s'emballer. Et en fait, il faudrait, suivant ce qu'on rencontre, ralentir les choses. Parce que, qu'on le veuille ou non, même avec la PMA, même avec la GPA, même avec tout ça, les femmes font toujours les enfants en à peu près 9 mois. Parfois 8, c'est... Bon. Ça n'a pas tellement changé depuis des millénaires. La nature, des choses peuvent aller très vite à l'échelon de la nature, mais quelque part, la vie évolue posément. Il y a un rythme naturel au fond de nous-mêmes qui est quand même dans une espèce de lenteur. Et on l'oublie souvent. Donc, enfin, voilà, je ne sais pas si c'est suffisamment concret pour les gens. Non, si, mais si, moi ça me parle en tout cas. On va dire de poser les choses. Moi ça me parle dans mon propre entraînement martial où justement le fait d'essayer de faire de moins en moins de choses permet de faire mieux puisque dans le bon timing, et après d'essayer de faire toujours moins mais sans jamais cesser de faire, mais avec quelque chose qui se diminue. Oui, c'est une idée tout à fait comparable. Bon, chose également que j'ai remarqué, il y a des gens des fois qui vont s'emballer dans une logorée verbale donnée. Alors des fois, si on surenchérit et qu'on veut accélérer aussi, en fait, eux, ils sont très bons à ça. Donc on va sur leur terrain. Alors, en général, il faut... écouter. Alors des fois, on va dire, ah oui, mais tu dis rien. Et
puis quand ils vous laissent la parole, il faut parler encore plus lentement. Alors en général, ça les agace, et ils sont obligés à un moment, l'état de tension est tel qu'ils sont obligés à un moment de le lâcher. Mais enfin bon, ça c'est pas une recette en soi, enfin je suppose que ça... Non mais c'est... Oui, c'est une des bases de ce que j'utilise pour sortir les gens de transe, c'est de les y mettre à fond, et comme ils ne peuvent pas rester longtemps dans un état de tension maximum, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui lâche. Oui. On avait déjà parlé sur Hypnomachie de l'hypnose dans l'art de projeter à distance, tout le non-contact, etc. En fouillant, en préparant un peu l'interview, j'ai vu que tu avais déjà parlé de ce qu'on appelle le To-Ate et le Kiai-Jutsu dans certains vieux magazines. Oui. Où est-ce que tu en es aujourd'hui de ce genre de pratique recherche? Oui, alors il faut aussi être très raisonnable. C'est vrai que d'un point de vue strictement martial, face à quelqu'un qui n'a absolument aucun désir de se laisser faire, qui ne sera pas comme quelqu'un qui va se tourner vers un hypnothérapeute qui a priori est consentant sur le traitement, même si ça ne marche pas, même s'il y a des résistances inconscientes. Alors le Kiai-Jitsu est plus qu'une hypnose, est plus sur un travail de vibration, c'est-à-dire c'est un petit peu comme le coup du pot d'échappement brutal qui va faire monter le rythme cardiaque, qui va peut-être via le nerf pneumogastrique, enfin c'est très physiologique. Donc effectivement la voix humaine, de même que des ténors peuvent faire casser du cristal par la tonalité de leur voix, on peut faire un travail qui va extrêmement stresser via le nerf acoustique et déclencher une tachycardie ou quelque chose comme ça. Ça oui, c'est tout à fait faisable. Mais c'est peut-être un petit peu pas tout à fait dans le propos. C'est quand même intéressant de savoir que ces choses-là peuvent exister. Ces choses-là existent. C'est-à-dire, je crois que c'est comme sur un propos. Beaucoup de gens dans le domaine des arts martiaux sont rentrés dans le côté légendaire, merveilleux de certaines choses, et de l'autre côté, d'autres sont dans un déni absolu, on va dire presque un rationalisme fascisant, si j'ose dire, de dire « Ah ben non, c'est pas possible, c'est pas sérieux ». Comme souvent dans toutes ces choses-là, entre les deux extrêmes, il y a des zones qu'on peut habiter, et d'ailleurs toute légende en général part d'une réalité qui après peut être totalement déformée, bien évidemment. Dernière question pour terminer cette interview. Alors elle est un peu piégeuse, mais peut-on transmettre quoi que ce soit? Elle est con, ça fait vraiment sujet de bac de philo. C'est la réforme du bac. Allons-y. Non mais parce que dans le sens où, juste pour te l'introduire un petit peu, moi en ce moment je travaille beaucoup là-dessus, c'est que justement avec les maîtres d'arts martiaux russes que j'ai vus la dernière fois, ils passaient leur temps à dire justement, essayez d'être plus naturel, essayez de vous détendre, etc. Et donc on était totalement dans des doubles contraintes, et où à la limite, si on est vraiment naturel, en fait, et vraiment détendu, en fait, on est tellement centré qu'on ne va jamais rentrer dans le cadre de qui que ce soit d'autre que soi. Et donc dans ces cas-là, c'est enseigner qui devient impossible. Je veux dire, après je vais apporter mes réponses qui n'auront de valeur. Comme on dit, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru. Mais on est là pour ça, pour écouter la tienne. Donc c'est vrai que quelqu'un qui a 6 mois d'expérience dans un domaine, bon, c'est moins que quelqu'un qui en a une 50aine d'années. Je pense parce qu'on oppose... comme on a opposé longtemps, à un moment, c'était un grand débat dans les années 50-60, l'inné et l'acquis. Or, en fait, les deux sont en interaction constante. Et on ne peut pas s'en passer. On s'aperçoit même que des conditionnements génétiques, l'épigénétique révèle que maintenant, c'est peut-être encore pas aussi simple que ce qu'on voulait faire croire. Donc, je dirais là-dedans qu'en fait, tout est conditionnement et déconditionnement. Et qu'en fait, pour moi, il ne faut surtout pas refuser le conditionnement. On parle des enfants. Peut-être, et ce n'est pas ma partie, que beaucoup de problèmes que l'on rencontre, les enfants, les adolescents ont besoin d'être cadrés.
Alors c'est vrai qu'à un moment, en réaction à quelque chose de beaucoup trop directif, répressif, on a dit, ah bah oui, il est interdit d'interdire, etc. Peut-être qu'on en a les mauvais retours, parce que des fois, à un moment, des jeunes enfants, des adolescents vont tester pour connaître les limites. Alors c'est vrai qu'après, les limites sont celles d'un conditionnement éducatif, etc. Mais bon, donc je dirais que quelque part, par exemple, on va acquérir en pratique un premier niveau de conditionnement, et après, il y a un niveau où il faut le déconditionner. Mais ce déconditionnement va engendrer à un autre niveau d'autres conditionnements. Et on peut ainsi de suite passer ces choses-là. Mais je ne pense pas que d'emblée, on puisse être déconditionné. Ça me paraît très utopique, enfin personnellement. Et après, le conditionnement, on le voit, c'est relativement facile de faire des miliciens de Daesh ou des Hitlerjugend. Je dirais même c'est la base. Après obtenir un... C'est peut-être la différence, comme je disais, entre le... Il y avait ça dans... Il y avait une réflexion dans ce film-là, ayant lieu dans la guerre 14-18, Capitaine Conan, où à un moment, bon, puisqu'il s'agit, pour replacer le film, de ce qu'on appelait les corps francs, donc les gars qui faisaient vraiment le sale boulot des tranchées, mais un peu les borderline par rapport à l'armée. Et il y a cette réflexion, Capitaine Conan, à un moment, vis-à-vis d'un colonel très doigt sur la couture de la pantalon, qui dit, oui, mais vous, colonel, vous n'êtes, avec tout le respect qui vous est dû, vous n'êtes et vous ne serez jamais toute votre vie qu'un soldat. Nous sommes des guerriers. C'est peut-être la différence. Alors, bon, après, qu'est-ce qu'est le guerrier au sens de Castaneda ou autre? Mais je pense qu'il y a ça. Il y a il y a des gens, et c'est pas leur faire injure, ça peut même être un choix, qui resteront toute leur vie formatés. Mais je pense qu'aussi, des fois, vouloir à tout prix s'opposer au conditionnement, c'est aussi une façon de mieux retomber dedans, d'être piégé justement parce que l'on dénonce. Ça se voit sur les réseaux sociaux et dans les médias quasi tous les jours. Attention, quand tu regardes l'abîme aussi te regarde. C'est un petit peu ça. Ouais. Merci Pierre. Merci beaucoup.